Mes amis, il y a une expression qui s'est développée dans les entreprises depuis quelques mois, quelques années, c'est aligner. Je voulais vous parler L'alignement stratégique. Je voulais vous parler pour être sûr qu'on soit bien aligné. Ça revient souvent, du coup. Alors là, c'est aligné, mais un petit peu incurvé quand même. Bah, du coup, c'est pour faire une table ronde. Du coup. Mais du coup, c'est pas une expression que j'ai lue dans un billet. Aussi, ça revient, ouais. Comment la RSE s'invite dans les DSI, je crois que c'est le sujet de votre table ronde, mon cher Philippe, que tu vas animer. Pour une fois, c'est moi qui vais surveiller la pendule, et donc je vais faire attention, le temps, nanani, nanana, le temps. Donc voilà, jamais table ronde n'a été aussi bien alignée. Et ma foi, les invités t'attendent pour intervenir, et j'espère qu'il n'y aura pas consensus et qu'il y aura peut-être même des polémiques. Fais attention. On a prévu un petit peu de gunfight. Hein ? Il ne faut pas hésiter, hésiter à ne pas être d'accord les uns avec les autres. Je crois qu'on vit une époque de troubles et de conflits. Et je pense qu'il faut aussi développer cette culture du conflit entre nous. Halte à la bien-pensance. Mais vas-y, nom de Dieu! Bon, j'y vais tout de suite. Allez, bonne table ronde. Quelle introduction. Alors bonjour à tous et à chacun. On va effectivement parler d'initiatives RSE dans les DSI. Alors c'était initiative DSE dans les RSI, CAC 40. Et on s'est dit, il n'y a pas que le CAC 40 dans la vie. Merci. N'est-ce pas Bertrand? Donc du coup, on a raccourci initiative RSE dans les DSI. Et j'ai 5 experts du sujet qui sont Christine Aplana, vous êtes responsable performance sociale et RSE chez Cagip. Cagip, c'est une petite banque dont le président est président du CRIP, c'est ça? C'est pas une petite banque, c'est l'entité de production informatique qui sert toutes les entités du groupe Crédit Agricole. Donc en fait, on est 4000 que 100% IT. Ouais. C'est dingue. Pascal, alors j'ai essayé de ne pas faire de bêtises. Groupe CTO, c'est Veolia, c'est un petit player dans le domaine de l'eau, des déchets, de l'environnement, c'est ça? C'est l'eau pour laver la vaisselle. Très bien. Bertrand, alors là, attention, on ne fait pas d'erreur. Vous êtes CTO groupe du groupe Rocher. Exactement. À ne pas confondre avec Yves Rocher. Voilà. Mais on peut confondre ça. Yves Rocher est une marque du groupe Rocher. À ma gauche, et donc à votre droite, Hervé Dumas. Alors là, changement brutal de job title. Dès ce matin, vous n'êtes plus groupe CTO de L'Oréal, mais vous êtes Sustainability IT Director. Est-ce que c'est parce qu'ils savaient que vous seriez là aujourd'hui? Forcément, c'était pour voir aussi votre agilité sur les slides et la mise à jour, mais ça marchait. Ça tombait pile poil. Pile poil. Céline, pour terminer, vous êtes Lead Digital Sustainability chez AXA. Oui, exactement. Je suis architecte au sein de la direction d'architecture du groupe AXA et je m'occupe du programme Digital Sustainability. Bien, alors Céline, première question comme ça, cash. Percevez-vous un changement de l'importance des sujets relatifs au numérique responsable chez votre DG? Oui. Merci. On peut dire oui, ne serait-ce que ma fonction et la mission que j'ai. En fait, on a lancé en février 2020, donc on a eu la chance de pouvoir le lancer en physique, c'était juste avant le confinement. On a lancé un programme, le programme Digital Sustainability, qui vise à faire la mesure de l'empreinte environnementale du système d'information du groupe AXA. Donc quand on dit groupe AXA, c'est l'ensemble des filiales dans le monde, à la mesurer déjà, et ensuite à définir un plan d'action sur lequel on est en train de travailler et des objectifs à horizon 2025 par rapport à son empreinte environnementale qu'on mesure essentiellement en émissions de gaz à effet de serre. Bien, alors Bertrand, là, oui. Groupe Rocher, oui. Pareil, vous êtes assez proche de l'environnement, c'est d'ailleurs un de vos slogans. Oui. Est-ce que cette volonté s'est traduite dans les faits par un changement de priorité à l'ADG? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Rocher est depuis maintenant quelques mois une entreprise à mission au sens loi pacte du terme. C'est quoi une entreprise à mission? Eh bien, au-delà de la mission d'une entreprise, qui est une mission économique, qui est nécessaire à sa survie, est inscrit dans nos statuts une mission complémentaire, une autre mission qui est Reconnect People to Nature. Et cette mission est portée par l'ensemble de la direction du groupe. Bon, au-delà de cette mission, le groupe a aussi comme ambition d'être certifié Bicorp. Et cette certification, finalement, c'est aussi le moyen pour chacun des métiers de rentrer dans cette démarche-là. Et dans les métiers du groupe, il est bien sur l'IT. Bon, alors Pascal, on ne va pas poser la même question chez Veolia.
Ce qui est intéressant ce matin, c'est que tout le monde est plus ou moins engagé dans la RSE, tout le monde a des envies fortes, louables, mais une fois l'envie passée, quel en est-il de la durabilité? Comment est-ce qu'on conserve l'engagement des équipes? Comment est-ce qu'on gouverne ces actions RSE dans la durée? Ouais, il y a plusieurs éléments. Le leitmotiv de Veolia, c'est de devenir le champion de la transition écologique. Je ne trahis pas de secret, ça a été pas mal affiché ces derniers temps. Donc il y a une volonté en fait d'afficher ça et donc de le décliner d'un point de vue stratégique au niveau de l'entreprise. Donc c'est plusieurs axes, plusieurs dimensions. Et au niveau de la direction informatique, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de matcher en fait ces dimensions avec une déclinaison propre en fait au système d'information. Donc on a une dimension qui est la dimension RSE, qui travaille sur ce que veut dire le RSE et en particulier aussi sur le volet sustainability. Et à travers ça, on a construit ce qu'on appelle un cockpit qui nous permet en fait de mesurer la maturité d'une part du groupe. Et c'est quelque chose qu'on est en train de déployer sur l'ensemble des BU. Donc on fait une évaluation à peu près une fois par an. Et puis on a mis sur en plus ces différentes pratiques des KPI de performance qui nous permettent de dire où est-ce que je veux être en 2023, puisque champion de la transition écologique, la visée c'est Impact 2023, donc c'est bien notre cible. Donc voilà. Christine, tout à l'heure, dans la restitution du baromètre IT, de Green IT qu'a fait Guy, on a bien vu qu'il y a une stratégie qui s'exerce, qui se met en musique avec une inévitable feuille de route. Est-ce que vous en avez eu une, vous, chez Cagip, une feuille de route un peu green ou un peu RSE? Oui, on a une feuille de route comme tous mes collègues ce soir. On a commencé comme AXA par la mesure, parce que c'est vraiment le T0 de toute démarche numérique responsable. Et donc on a constaté, c'est une partie de notre feuille de route, que peut-être comme vous, que 72% de nos émissions de gaz à effet de serre provenaient de ce qu'on appelle les intrants dans la méthodologie bilan carbone. Et donc les intrants, qu'est-ce que c'est? C'est les achats. Donc c'est dans une entreprise 100% IT comme nous, ça se résume à tout ce qu'on achète comme logiciel, prestataire de services, télécom, enfin bon, tout ce qu'on achète. Et donc on a décidé dans notre feuille de route, entre autres, parce que je n'ai pas le temps de la détailler, de se focaliser là-dessus et de travailler sur effectivement des facteurs d'émission avec nos fournisseurs qui soient plus précis que ceux qu'on utilise, parce que les mesures sont... Vous avez tous fait les mesures bilan carbone, c'est quand même très approximatif avec les facteurs génériques de l'ADEME. Et donc, on va vraiment se focaliser dans ces travaux avec nos fournisseurs pour affiner notre mesure et voir les actions nécessaires pour aller plus loin. Et comme je pense aussi à ça, on est engagé avec en ce moment, on travaille avec le cabinet Carbone 4, donc que tout le monde connaît certainement ici. Et donc, on utilise la méthode SBTI. Et donc, on va définir notre trajectoire 2025-2030 pour savoir dans quelle mesure on peut justement décliner en action concrète, parce que là on parle beaucoup de stratégie, maintenant il faut y aller. On a vu ce matin qu'il fallait vraiment agir et concrètement, et donc on va décliner toutes les actions concrètes au fur et à mesure. Voilà. Céline, Christine vient de dire on est dans la phase faut y aller. Alors AXA, est-ce que vous y allez aussi? Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés, un échéancier, des KPI mais concrets? Alors on est en train de... Nous, on travaille à horizon 2025. Enfin, la stratégie RSE d'AXA et les objectifs de bilan carbone, ils sont à horizon 2025. Et on est précisément en train de se donner des objectifs et de travailler sur le plan d'action pour les atteindre. Donc on travaille on va travailler sur différents scénarios. Un scénario si on ne fait rien, un scénario si on en fait un peu, et un scénario si on essaye de vraiment s'aligner sur le moins 7% là, des accords de Paris, qui est quand même un objectif qu'on voit comme ça sur les slides, mais qui est quelque chose d'assez énorme à réaliser. Et donc un plan d'action derrière, avec pour chaque action, de voir combien elle nous coûterait à mettre en œuvre, dans combien de temps elle pourrait se dérouler, et quel pourrait être son impact sur le plan environnemental. Je vais aussi souligner le fait que moi je travaille à l'international, il y a un très fort engagement des équipes à partir du moment où on lance le projet. Moi j'ai énormément de personnes, des différentes directions de systèmes d'information qui viennent proposer leur aide, ce qui fait qu'on avance quand même plutôt plus vite que sur les autres transformations, ce qui est plutôt une bonne nouvelle vu les échéances à 10 ans, mais ça reste difficile quand même. Qui va prendre la bonne direction? Vous étudiez différents scénarios, petits, moyens, grands.
avec des moyens en face, des ressources financières, humaines, techniques. Jusqu'où va remonter la décision de la stratégie, du scénario privilégié que vous allez mener? On va le travailler avec les directeurs des systèmes d'information des filiales, et probablement que dans les scénarios plus ambitieux, il faut remonter jusqu'à la direction du groupe, puisque ensuite il y a des arbitrages entre les besoins métiers et les investissements IT. Donc probablement que plus on est ambitieux, au début on travaille beaucoup sur, je ne sais plus qui parlait de gaspillage. On va essayer de travailler vraiment sur les pratiques pour moins gaspiller. Il y a quand même de la marge de manœuvre en informatique sur ces questions-là. Ça, j'en suis très profondément convaincue. On peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais pour arriver à stabiliser la croissance exponentielle dans laquelle on est, voire la réduire, il va falloir probablement aller au-delà de ça et faire des arbitrages pour lesquels on est en train d'amener la mesure. Parce qu'il faut quand même savoir que, comme vous le disiez, la mesure est quelque chose de nouveau. Alors, je pense que personne dans la salle a été formé au bilan carbone. Voilà, donc on est tout juste formé à cet exercice-là. Et voilà, donc on peut pas. Il faut savoir mesurer pour pouvoir agir derrière. Oui. Christine, vous êtes une entreprise uniquement informatique, Cagip, donc l'IT. Pareil. Du coup, ça se traduit peut-être plus simplement par des objectifs chiffrés pour vous aussi, cette feuille de route? Alors, j'aimerais pouvoir vous dire qu'on s'est fixé des objectifs de moins 5, moins 10, moins 20%, moins 50% avec Carbone 4 et qu'on a déjà trouvé la solution. On ne l'a pas, on est en train de la construire, même si avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, ce matin, je préférerais qu'on soit plutôt à moins 50% à 2025 plutôt que le contraire. Mais comme tout le monde, ça va dépendre de nos clients, donc les entités du groupe Crédit Agricole, de notre DG, de la politique, des investissements, etc. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Donc en attendant, en termes d'objectifs chiffrés, en tout cas, on suit toute une batterie de ce qu'on appelle nos KPI RSE, nos indicateurs qui vont du suivi de l'acculturation de nos collaborateurs au numérique responsable. On a co-construit avec d'autres, je crois, dans la salle, un e-learning avec l'INR. Donc nos 150 000 collaborateurs vont le suivre. Donc voilà, c'est une bonne première base. On suit tous les indicateurs des infra habituels, les data centers, les PUE. On va suivre de près les durées d'utilisation de nos matériaux, la réparabilité, etc. Et il y a une autre chose qu'on vise, c'est à la fin de l'année. Alors nous, on est donc au service des entités, donc on a des catalogues de produits, donc avec des briques produits. Et donc notre ambition, c'est d'ici à la fin de l'année, c'est d'avoir 100% de notre catalogue qui est tagué avec chaque produit aura son empreinte carbone. On a prévu des petites places dans la CMDB pour mettre tout ça dans nos assets. Et donc, en fait, on aura en quelque sorte une double comptabilité. Une comptabilité carbone, empreinte émission de gaz à effet de serre, et une comptabilité prix dans notre catalogue. Et donc, on espère que, en proposant nos différentes solutions à nos clients, on va réussir à les sensibiliser, ça c'est sûr, parce qu'ils vont voir la différence entre plusieurs solutions, et on espère qu'ils vont être à même de faire des choix plus éclairés. Et ça, c'est à quelle échéance, ce catalogue de services greenifié? Voilà, c'est que on appelle ça notre catalogue vert, d'ici la fin de l'année, on espère. Wow, ça va super vite. Hervé, on ne vous a pas encore beaucoup entendu, mais ça ne saurait tarder. On a parlé aussi des matériels, des logiciels tout à l'heure. Les fournisseurs et les partenaires, eux aussi, ils font partie de l'écosystème des entreprises, donc de L'Oréal. Est-ce que vous avez déjà engagé des actions particulières à l'égard de cette population externe? Alors oui, écosystème extrêmement important pour arriver à construire ensemble un système d'information durable, résilient. Donc oui, essentiel, je pense qu'on l'a vu et entendu ce matin, une partie de cette dynamique, de cette activité, doit être concentrée sur les phases amont et aval du cycle de vie d'un système d'information, et en l'occurrence du cycle de vie des équipements. Donc le travail avec les fournisseurs d'équipements et de services associés à des équipements est extrêmement important pour pouvoir aborder ça, parce que si on se concentre que sur l'usage, on n'a qu'un demi-levier entre les mains. Et donc là, les entreprises ont leur rôle à jouer. Ça commence par un partage de vision d'entreprise sur ces dynamiques sociétales, environnementales, etc., pour voir un petit peu les éléments communs qui pourraient se dégager. Et puis j'invite ensuite à chaque entreprise, parce que tout le monde a une voix à porter, un message
On a relevé sur des aspects technologiques, sur des aspects de performance financière, notre niveau d'exigence, année après année, qu'on contribue à l'industrialisation de plus en plus efficace, de plus en plus performante des systèmes d'information, qui ont donné le monde numérique qu'on connaît. Relevons notre niveau d'exigence sur les aspects environnementaux avec ces fournisseurs, pour qui c'est aussi extrêmement important par rapport à une vision moyen terme et long terme de business. Donc ce travail des entreprises avec ces fournisseurs clés est absolument essentiel. Sur les fournisseurs de techno, on imagine bien que ce n'est pas que l'usage, vous l'avez expliqué tout à l'heure, ça représente une petite partie, c'est que vous êtes également intéressé ou regardant vis-à-vis de l'ensemble du cycle de vie, la fabrication, la construction, le transport et le recyclage. Et gestion de la fin de vie, éventuellement deuxième vie, puis ensuite, à un moment ou à un autre, ça finit en gestion de la fin de vie. C'est grosso modo un drame dans le monde du numérique aujourd'hui, un drame de pollution, de gaspillage et un sociétal aussi, puisqu'il y a des choses pas très, très jolies qui se passent en Afrique ou ailleurs par rapport à les décharges numériques. Les entreprises ont aussi leur responsabilité là-dessus. Faire mieux, c'est possible. Je rejoins Céline sur les premiers pas. Faire mieux, c'est possible. Est-ce que ça suffira et à quel rythme il faut y arriver? On va le construire au fur et à mesure avec ces fameuses feuilles de route, ces objectifs, ces jalonnements. On voit on a bien entendu ce matin que quand même le temps est compté. Et donc les entreprises ont un rôle à jouer, une belle mission. C'est-à-dire que dans les appels d'offres que vous émettez, il y a dans les grilles de réflexion des cases à cocher sur la greenitude des fournisseurs. Voilà, c'est exactement ça. C'est au fur et à mesure, le niveau d'exigence s'élève et ça devient un critère de sélection. Et donc à la fin, il y a ceux qui, comme d'habitude dans les appels d'offres, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent des marchés. Ça devient un critère de plus en plus déterminant et qui, je pense, va prendre encore une ampleur supérieure dans les mois, années à venir, et qui distinguera certainement dans cet écosystème qu'on connaît bien des fournisseurs qui seront plus performants sur le sujet. Indépendamment, peut-être, parce qu'il y a tellement de tensions sur les ressources, etc., je dirais presque indépendamment des prix. Même presque. Si après, il faut que ça reste dans les limites de... Certains fournisseurs nous écoutent, n'en parlez pas trop, que le prix n'est pas important. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça allait être un petit peu découplé, peut-être. Très bien. Alors, Pascal, chez Veolia, est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous avez déjà des actions vis-à-vis des fournisseurs? Alors, on a un petit peu parlé de fournisseurs de technologie. Est-ce que c'est pareil chez vous pour les fournisseurs de services? Le cloud, par exemple, est-ce que ça fait partie des grilles de calcul? Cette question, elle est intéressante parce que c'était l'objet d'une discussion à table à midi. Donc, on converge. Ce que vient de dire Hervé, c'est... on est dans la même dynamique, d'essayer de sonder de plus en plus sur les trois axes, parce qu'on parle souvent des usages, mais encore une fois, je le redis, même si ça a déjà été dit, il y a tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire sur la production, et là, on a très peu de données là-dessus. Il y a la partie des usages, et là, je vais répondre à la question, et puis il y a la partie recyclage. Qu'est-ce que je fais? Surtout que, quand on parle de cloud, ce sont des gens qui sont là pour développer de l'innovation, proposer des services qui soient de plus en plus performants, que ce soit sur du stockage, que ce soit sur du compute ou tout ce qu'on veut. Et derrière, justement, quand j'ai un cycle de vie qui est très court comme ça, qu'est-ce que je fais en fait de l'infrastructure que j'ai pu mettre en place pour mes clients 1 ou 2 ans auparavant? Pour répondre à la question sur finalement comment on les challenge ces gens-là, donc, alors c'est assez marrant parce qu'on l'a fait un peu sous forme de jeu, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on les recevait un peu les uns après les autres en leur disant mais sur la partie des services numériques qu'on consomme, est-ce qu'on pourrait un peu avoir de lumière? Qu'est-ce qu'on consomme? Donc sur Amazon, qui est un de nos principaux fournisseurs, ils ont été capables de nous sortir en fait une première sorte de calculatrice, etc., intéressant sur tout ce qu'on consommait et en lien étroitement avec le FinOps. Donc ça, c'était bien. Et puis du coup, c'était facile après d'aller voir Google en leur disant les gars, vous voyez ce qu'ils ont fait là? C'est quand même pas mal, vous le faites pas, c'est pas terrible. Et on a vu poindre en fait des outils en ligne plutôt intéressants qui combinaient par exemple la performance, qui combinaient effectivement le côté green et puis la partie coût. Si bien qu'on est en capacité de dire si tu n'es pas exigeant sur la performance, si tu n'es pas trop exigeant en fait sur les services, si tu veux faire que du stockage, et puis au niveau des coûts, si c'est relativement OK, va plutôt sélectionner en fait un service que tu vas consommer en Finlande et pas en Pologne. Donc là-dessus, ils ont développé aussi un outil.
Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que je m'aperçois, intéressant ou inquiétant, c'est-à-dire qu'on se parle peut-être pas assez, c'est que je m'aperçois que tout le monde le fait à son niveau. Donc, eux, ils se disent, tiens, il me l'a demandé, mais peut-être qu'on serait plus performant, plus percutant si, effectivement, on avait une démarche collective vis-à-vis de ces gens-là. Voilà. Et ils jouent le jeu, de toute façon. Ils jouent parce que, de toute façon, je pense qu'ils sont rentrés dans une logique où se dire, les gars, on n'a plus le jeu, on n'a plus le choix, il faut qu'on joue le jeu avec... Ce matin, dans les questions posées à Édouard Philippe, il y avait une question sur l'emplacement stratégique des data centers en France, parce que l'économie, l'électricité est moins chère et moins productrice de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est également un critère que vous regardez quand vous... Oui, tout à fait. Quand je disais, en fait, c'est l'exemple que je prenais en disant, ces gens-là nous aident même à choisir en fait les services, en tout cas où on va les consommer, parce qu'ils ont un mix énergétique qui est bien plus intéressant que dans une autre région. C'est effectivement ce à quoi je faisais référence. Là, on va consommer un service numérique chez Google en Pologne, bon, ça ne va pas être la même chose en termes d'empreinte carbone. C'est plus carboné. Hein. Disons que ça va être très carboné, oui. Il y a des chances. Christine, est-ce qu'on peut citer quelques exemples de réalisations un petit peu originales qui sortent de l'ordinaire, voilà. Alors, moi, c'est la première fois que je participe au CRIP, donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, donc j'espère que je ne ressors pas une vieille expérimentation. Donc moi, ce dont je peux parler, c'est d'une expérimentation qui vient de se terminer, qui a duré 2 ans, donc chez Cagip, et historiquement c'était aussi le cas à l'époque, sur un de nos data centers à Chartres, où on immerge nos serveurs dans de l'huile. Alors c'est pas de l'huile de palme, on me le demande à chaque fois, c'est une huile particulière. Ça, on n'en parle plus. Non, voilà, on n'en parle plus. Et donc pour que l'huile absorbe en fait les calories, et donc on se passe complètement de climatisation. Et donc l'expérimentation a été concluante. Aujourd'hui, on a débranché cette expérimentation sur moins de 10 serveurs. Et juste pour exemple, ce que je peux dire, c'est que le caisson dans lequel étaient nos serveurs oil, on les appelle, ou alors les frites, on les appelle affectueusement nos frites. Et donc en fait, a supporté 2 canicules successives. Et donc on avait mesuré des températures de 46 degrés max dans le caisson et nos serveurs n'ont pas bougé. Donc expérimentation, en tout cas en termes de refroidissement et de climatisation réussie. Donc on va passer là, à la phase d'industrialisation. Donc on a commandé une petite 50aine de serveurs qui vont servir, alors c'est quoi, c'est virtualisation SIA, bon ça c'est pas trop mon domaine, donc qui vont héberger je crois 700 VM d'administration pour Cagip, et donc qui vont être installés d'ici à la fin de l'année dans des caissons spéciaux. Voilà. Il faut des machines particulières ou oui, c'est pour c'est plus cher, c'est un peu plus cher. Pourquoi ? Oui. Parce que c'est une technologie qui est particulière, et donc voilà, on fait ça en partenariat avec Dell et avec Shell, et donc voilà, c'est même voilà, il faut investir un petit peu. Ah oui, mais c'est pour mieux gagner après. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être Bertrand, des exemples un petit peu originaux, atypiques de ce que vous avez mené chez Groupe Rocher. En fait, je vais prendre des exemples qui sont très simples et je pense à la portée de tout le monde. J'adore. Alors nous, chez Groupe Rocher, on a beaucoup travaillé, on continue à travailler sur le cycle de vie des équipements et notamment des équipements end-user, puisqu'on a vu ce matin notamment que c'était une des sources premières de pollution et de consommation de CO2, de rejet de CO2. Et donc on augmente régulièrement le cycle de vie de nos matériel end-user, de nos PC. Aujourd'hui, on arrive maintenant à 5 ans. Et au-delà de ça, on ne s'interdit pas à piocher dans du matériel de seconde main, notamment pour tout ce qui est smartphone, ce qui est la meilleure manière finalement aujourd'hui que nous avons d'économiser, de limiter notre empreinte carbone, puisque on ne construit pas pour nous, on récupère du matériel qui est déjà construit. La population VIP ne ferait pas des cas de fer là-dessus ? Il faut un peu d'explication. Voilà, et puis un autre exemple, alors là encore plus simple, le moteur de recherche au sein du groupe Rocher qui a été déployé maintenant, qui est déployé sur tous les postes, c'est le moteur de recherche qui s'appelle Lilo, donc déjà c'est un moteur de recherche français, première chose. Et deuxième point, c'est un moteur de recherche qui est éco-responsable et qui, à travers, bien sûr, qui gagne sa vie à travers des liens sponsorisés et de la publicité, mais qui redonne, je crois que c'est 50% de son chiffre d'affaires, qui reverse 50% de chiffre d'affaires à des activités éco-responsables. Au-delà de ça, Lilo aussi propose tout un fil d'actualité qui est orienté éco-responsabilité. Et c'est une manière aussi de sensibiliser, d'apporter de l'information à l'ensemble des collaborateurs du groupe.
Pascal, ce matin, on a parlé des utilisateurs, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des belles solutions, mais si l'utilisateur ne contribue pas de façon active à la réduction, ça ne sert à rien. Toutes les entreprises, je pense pas dire de bêtises, ont engagé des actions de sensibilisation, de formation, mais on se rend compte qu'au bout d'un moment, la motivation chute. Comment peut-on garder l'engagement dans la durée? Est-ce qu'il y a des recettes miracles? Alors, déjà, on s'aperçoit d'une chose, c'est que je vois bouger, moi, dans les entreprises, on peut regarder les titres des personnes qui sont dans l'alignement, là, avec un poste dédié, en fait, à la sobriété numérique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les entreprises s'organisent autour de ce sujet-là et construisent des équipes et passent, en fait, 100% de leur temps sur ces sujets-là. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc, c'est pas encore arrivé chez nous, chez Veolia, au niveau de la direction informatique. On n'a pas encore construit une équipe qui était en charge de ces aspects-là. Donc, en fait, c'est plutôt une approche en mode un peu best effort, qui est basée sur la volonté de certains de pouvoir traiter le sujet. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire qu'on va progresser là-dessus. On a mis quand même, il y a deux choses en fait qui sont à noter par rapport à ça. Il y a eu le développement, et Hervé, qui est présent ici, est à l'initiative de ça à l'époque, d'un cadre de sensibilisation en fait, de nos actions sur l'environnement, qui est un cadre qui s'appelle One for All, qui se décline en 35 pratiques sur à peu près 4 4 thématiques plutôt, autour de la messagerie, autour des terminaux, autour du bureau, puis je crois qu'il y avait une action bonus qui permettait de voir un peu en dehors de l'IT que faisaient les gens. Et ça permettait en fait de scorer, d'avoir un certain nombre de points. Et ça, on l'a lancé cette expérience au niveau du groupe. Donc avec un certain nombre de points, on est arrivé à 15 000, on a converti ça en euros, puis on a pu verser un chèque à la fondation, justement pour des pays qui étaient, j'allais dire, en difficulté. Hervé parlait de décharges un peu à droite à gauche dans le monde, donc il y a un volet sociétal très important. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire ce qu'on produit au niveau du groupe, on est capable de le répliquer au niveau de nos BU, de nos business units. Et là, c'est la logique dans laquelle on est rentré. Donc on est en train de le déployer et tout le monde rentre dans cette dynamique-là. Voilà. Et le deuxième axe, en fait, qui est plus un sujet de transformation des systèmes d'information, on avait entrepris 3 ans en arrière un vaste projet de move to cloud, donc de migrer en fait nos workloads applicatives dans le cloud. Et là, on est passé à un deuxième projet, le deuxième étage de la fusée, qui est centré sur ce qu'on appelle nous Better Cloud et qui se décline en 3 thématiques: la cyber, le côté freedom, et puis la partie green. Et sur cette partie green, en fait, ce qu'on essaie de voir justement, c'est dans une offre un peu à la carte, de mesurer la maturité de nos BU par rapport à ça. Donc on a organisé, par exemple, des sessions de sustainability gaming avec nos partenaires, en l'occurrence c'est Amazon, pour en fait sensibiliser les gens de l'IT qui sont malgré tout pas forcément toujours conscients des actions en fait qu'ils mènent et du coût de l'impact au niveau de l'empreinte carbone. Et donc la gamification, ça marche, c'est un trick qui permet d'engager les bonnes volontés. C'est vraiment fait sous forme de gaming. Et je veux dire, on a quand même pas mal de jeunes dans ces organisations-là. Et bon, ça les amuse, quoi. Qu'on fasse un gaming avec Amazon sur la sustainability, je ne vais pas dire que c'est pareil que faire un tour de karting, mais en tout cas, c'est quand même mieux pour l'environnement déjà. Et puis quelque part, j'exagère un peu parce que les jeunes sont quand même de plus en plus sensibilisés à ces problématiques d'environnement. L'orateur suivant nous en parlera tout à l'heure, Xavier Philippe. Voilà, donc c'est la bonne transition. Hervé, on dit que c'est cool d'être green, hein, on va sauver des ours polaires, tout ça, c'est sympa. Mais oui, moi je l'ai entendu souvent. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas des difficultés ou des freins à surmonter pour engager tout le monde, y compris ceux qui doivent ouvrir le portefeuille pour engager ces actions cool? Oui, alors de manière assez classique, je pense que ça a déjà été un petit peu abordé là, par les différentes interventions. Ce qu'on cherche tous, c'est à trouver dans nos organisations respectives le bon chemin de passage à l'échelle, parce que c'est ça qui donnera les résultats attendus. Donc ça, c'est l'enjeu clé. L'axe, avant de parler du difficile, l'axe extrêmement positif, je rejoins Céline sur les propos qu'elle a tenus il y a quelques minutes, c'est un sujet qui, en ce moment, déclenche beaucoup de volontariat.
vraiment de l'énergie positive dans les organisations avec des gens qui ouvrent la porte, poussent le pas de la porte en disant je veux participer, je veux comprendre, je veux agir. Donc ça, c'est très positif. Le difficile, c'est quand même, on connaît très très bien, on parlait de cet écosystème et de la vie des systèmes d'information d'entreprise, ces différents cycles, la dynamique d'innovation technologique incroyable qu'on a connue ces 10-15 dernières années, la façon dont on pratique historiquement cette gestion de systèmes d'information et de services numériques, avec quand même, on ne va pas se mentir, une forme de logique d'abondance illimitée. Le difficile, c'est quand même de passer un peu, quand même, plus sur une logique de rareté maîtrisée pour continuer à bien servir le business et ses ambitions de performance, de croissance, de vision stratégique d'une entreprise, bien servir et nos collaborateurs connectés, mais dans une logique de rareté maîtrisée qui aboutit à un moment à, il faut quand même prendre conscience, et ça, c'est quand même pas, je pense, le standard en place quand on se lève le matin, le numérique est une ressource critique et va le devenir de plus en plus. Je pense que ce qu'a présenté Hugues Verboeuf ce matin le démontre sur un pas de temps assez court. Et que toutes les expertises présentes et accumulées jusqu'à maintenant doivent embrasser ça de manière positive parce que c'est bien ensemble qu'on va arriver à trouver des solutions, à avoir des résultats, à mesurer ces résultats. Et ça reste un petit peu difficile à date et qu'il faut qu'on amorce ça et qu'on arrive à passer à l'échelle. Alors, parce que Bertrand, tout à l'heure, vous avez démarré en disant oui, nous, on est une entreprise à mission, tout ça, on reconnecte people to the nature. Oui. Donc, est-ce que ça a été un long fleuve tranquille, tout ça, ou est-ce qu'il y a eu quelques petites cascades, quelques petits écueils à éviter? En fait, ce travail-là, on l'a commencé il y a à peu près 3 ans. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, c'était assez difficile d'y voir clair. On s'est retrouvé finalement un peu dans notre vie professionnelle, un petit peu comme chacun d'entre nous ici est dans sa vie privée. Je vais prendre un exemple. On nous parle de voitures électriques et puis on entend des détracteurs à la voiture électrique parce que globalement, finalement, sur l'ensemble du cycle de vie et de construction du véhicule électrique, il pourrait être plus polluant que la voiture essence ou diesel. En fait, quand on a commencé à travailler sur cette partie-là, on se rend compte qu'on n'est pas dans un monde noir, blanc, mais avec une infinité de nuances de gris. Et il a fallu nous construire nos propres convictions. Et ça nous a demandé un petit peu de temps. Et pour ça, justement, on s'est fait aider, je dirais, à travers par la participation à Planet Tech Care qu'on a vu ce matin. On s'est aussi aidé avec la littérature entre guillemets officielle, celle de l'ADEME. Ça nous a demandé un petit peu de temps, ça a été la principale difficulté. Aujourd'hui, on a notre plan construit sur 4 piliers, je vais pas les détailler là, parce que je vois qu'il n'y a plus beaucoup de temps, et on commence à dérouler. Ouais. Céline, pareil, Bertrand vient de dire on s'est fait aider. Est-ce que vous aviez toutes les compétences en interne? Est-ce que vous avez cherché des expertises à l'extérieur? Comment vous avez procédé pour entrer dans ce nouveau métier? Non, absolument pas. Il n'y a pas encore de cours sur la question de l'impact environnemental du numérique dans les écoles d'ingénieurs en informatique ou les universités ou les IUT. On y travaille aussi, mais voilà, il n'y a pas de cours. Donc non, on n'avait pas du tout l'expérience. Nous, on s'est beaucoup... on a été beaucoup sensibilisés avec la publication du Shift Project que représentait Hugues Verboeuf ce matin, la publication de 2018 qui faisait un état chiffré de l'impact environnemental mondial du numérique et surtout de sa dynamique de croissance. Ça nous a quand même marqué un peu chez AXA, ces chiffres. Et là, on s'est dit, bon, il va quand même falloir regarder ces critères-là. Ensuite, on s'est beaucoup appuyé sur le Shift. Le Shift... donne énormément, tout est public, il y a énormément de réunions publiques. Moi j'ai participé à pas mal de journées où on apprend qu'est-ce que c'est que l'impact environnemental. On a beaucoup travaillé par nous-mêmes aussi, en s'appuyant sur les travaux de l'ADEME, sur les ressources de l'INR, du groupe Green IT. Enfin, on a été mangé un petit peu sur tout ce qu'on trouvait sur le marché. Il y a aussi tout ce qui est publié par les Américains, le Greenhouse Gas Protocol, tout ça c'est des choses qui sont intéressantes. Voilà, et je pense que là l'offre de conseil est en train un petit peu de mûrir, mais il y a 2 ans elle était assez peu existante et on avait
quand vous faites ça, vous avez besoin aussi de rentrer dans vos données, dans vos assets IT. Donc, tout le travail sur les données, de toute façon, il ne peut être fait que par des internes qui connaissent les infrastructures et les systèmes. On ne peut pas trop le donner à l'extérieur. Donc, on est encore beaucoup sur du data management de nos inventaires, de tout ça, la récupération de la mesure auprès des fournisseurs. Voilà, et peut-être aussi pour conclure, AXA investit beaucoup sur la formation à la question du changement climatique. On vient de lancer une Climate School, qui est disponible d'ailleurs pour tout le monde et qui vise à former sur ces problématiques-là, qui sont... vous disiez, on risque de se lasser. En fait, on n'a pas encore compris collectivement complètement le problème. Donc on n'est pas encore lassé. Le sujet, il peut encore être beaucoup déployé. C'est un sujet qui est très complexe. Hervé, si vous aviez 34 secondes pour clôturer, par exemple, je prends un exemple au hasard, par hasard. Quels sont les nouveaux profils qu'il faut embaucher aujourd'hui ? Alors, embaucher ou... parce que, comme le disait Céline, les compétences sont rares parce que le système éducatif... oui, je regarde bien le compteur, t'inquiète pas. Non, mais... le système éducatif n'a pas encore adressé le truc. Donc, son chemin de passage à l'échelle. Mais là, ça rejoint pour moi la belle mission d'une entreprise qui a toujours accompagné ses filières métiers sur la durée, sur l'acquisition de nouvelles compétences. Je pense que c'est un sujet clé, ce qui n'empêchera pas peut-être de manière très ciblée d'aller chercher un peu comme quand il fallait initialiser un move to cloud, etc., des compétences qui savent transmettre aussi. Mais sinon, il va falloir acquérir des nouvelles connaissances et ça, c'est une aventure formidable pour notre filière métier. Savoir faire une analyse de cycle de vie, l'éco-conception dans toutes ses dimensions, et pas seulement sur les applications mobiles et les sites web, mais l'éco-conception, on en revient au beau métier d'architecte technique. Et j'adore ce mot architecture, parce qu'il résonne avec les cathédrales, le monde physique, des bâtiments, etc. On est plus dans l'intangible avec le numérique. L'architecture compte énormément. Et puis, comprendre le cycle de vie, la nature d'impact, à quel moment, il y a le sujet énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées. Mais dans le monde numérique, il faut se préoccuper de l'eau, il faut se préoccuper de l'épuisement de ressources non renouvelables. Oui. Et ça va enrichir notre métier. Il faut le voir comme ça, et c'est fondamental. J'aime votre côté positif, Hervé. Il faut rester positif. Il faut rester positif. Restons positifs et remercions chaleureusement nos intervenants et intervenantes. Christina Plana, Pascal Delator, Bertrand Delaunay, Hervé Dumas et Céline Lescope. Merci à vous cinq. Merci.